Donc, on va continuer. On va voir la deuxième chapitre, la politique macroéconomique internationale. On va faire 3 points. La politique macroéconomique, bien sûr, la définition des objectifs. Le SMI, c'est-à-dire le système monétaire international. Et dernier point, qu'on parle souvent lié à la mondialisation financière, crise et opportunité. D'accord. Alors, petite introduction fait le chapitre. En raison d'interdépendance des économies ouvertes, il leur est plus difficile d'atteindre les objectifs de stabilité des prix et des plans d'emploi. On a au sens de la macroéconomie. Parce que l'objectif est la stabilité des prix, c'est-à-dire éviter l'inflation, et le plein emploi, c'est-à-dire le chômage. Alors, cette interdépendance repose sur un ensemble d'arrangements institutionnels, comme le choix des régimes monétaires et d'échanges adoptés par les pays regroupés sous le terme système monétaire international, ou bien le SMI. Alors, ce chapitre étudie dans quelle mesure le SMI influe sur la conduite et les performances des politiques macroéconomiques et le rôle de la mondialisation financière dans le cas des récessions ou crises. Alors, je vois le premier point lié à la politique macroéconomique, ou comme je vous l'ai dit, le module de l'économie internationale, c'est mieux que les stagiaires étudient, ou bien il doit savoir quelques concepts concernant la macroéconomie, c'est-à-dire l'inflation, le chômage, la production, l'investissement, la consommation, d'accord. Donc, on va voir quelques points en bref. Alors, une politique macroéconomique, c'est une politique économique à grande échelle, d'accord, permettant aux pays de faire converger leur programme économique afin d'éviter les conflits d'intérêts pour permettre un développement commun. Alors, ces positions sont essentiellement mises en place par des organismes internationaux. Après, la chapitre suivante. Alors, quel est l'objectif de la politique macroéconomique? Alors, les objectifs, on peut généralement résumer en une petite représentation qui est très connue de Kaldor, le carré magique, d'accord. Alors, la représentation, il explique bien l'objectif de la politique macroéconomique, d'accord. Il y a la croissance, la stabilité des prix, l'équilibre extérieur, d'accord. L'équilibre extérieur, c'est-à-dire la balance commerciale ou bien la balance de paiement, entre les exportations et les importations et entre les flux, d'accord. Et quatrième objectif, c'est-à-dire l'emploi, d'accord. C'est le taux de chômage. Regardez les objectifs de façon générale, d'accord. Alors, pourquoi les autorités publiques préfèrent-ils éviter les déficits excessifs du compte courant? Le compte courant, c'est-à-dire CTC, la balance de paiement. Alors, un déficit ne repose pas de problème si les fonds empruntés à l'étranger sont dirigés envers un investissement suffisamment productif. Voilà généralement le problème des pays en voie de développement, même pour le Maroc. Les fonds empruntés en devises étrangères vers le Maroc n'est pas destiné normalement à l'investissement. Généralement, il est destiné à la consommation. Voilà le problème des déficits extérieurs. D'accord. Alors, si ce n'est pas le cas, il peut être dû à une consommation trop élevée. Et même dû à des politiques économiques mal adaptées ou des dysfonctionnements de l'économie. Donc, on a fait que le déficit au niveau des comptes courants qui est un peu gênant, d'accord, mais qui est destiné à la consommation et non à l'investissement, d'accord. Alors, il se peut également que les projets d'investissement financés par les capitaux étrangers aient été mal évalués, d'accord. Même il y a avec l'investissement mal évalué, il est mal étudié, donc on a généralement un problème au niveau des déficits. Bon, au niveau des dettes à l'extérieur, le 3 avril 2020, l'agence de notation SAP, كاين بزاف ديال لي اجونس ديال النوطاسيون ديال الريتين، كاين SAP، كاين فيتش، كاين موديز، هادو كلهم دي اجونس ديال النوطاسيون ديال لي بيي au niveau ديال l'équilibre ou bien la solvabilité, d'accord.
Alors, au niveau des ratings, il y a un AA+, c'est-à-dire c'est un pays solvable, et déjà il paye les, les, les emprunts ديالو. كاين AA BB+, BB-. حنايا le 3 2020 l'agence de notation S&P, donc au niveau de l'investissement garde la note au BB-, qu'on a BB+, ou le BB- de la dette à long terme en devise et en monnaie locale du Maroc avec perspective stable, d'accord. وهنا ملي كنوصلوا لواحد لا نوت BB-, هنا كنكونوا d'accord واحد لا فاز اللي ان بو كاين فيها لو دوت. D'accord, de façon générale, la politique macroéconomique. Alors, le deuxième point, c'est le SMI ou bien le système monétaire international. Alors, on va en commencer avec une petite définition. Alors, le système monétaire international peut se définir comme l'ensemble des mécanismes ou des mécanismes qui permettent le règlement des transactions entre résidents et non-résidents. D'accord. Les résidents, c'est-à-dire le cas du Maroc, les sakni le territoire marocain, et les non-résidents, à l'extérieur du Maroc. D'accord. Par exemple, tu es le Maroc, un cousin en France, si vous êtes un résident, votre cousin c'est non-résident, il est concerné comme un non-résident. Alors, j'ai préféré j'ai donné un peu d'histoire concernant le système monétaire depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, d'accord. Donc, on a fait le polycop, on a quelques idées, c'est que les années, le 19e siècle, le système monétaire est basé sur les talons d'or, d'accord. Les talons d'or, c'est-à-dire la contrepartie de la monnaie qui circule, la masse monétaire, d'accord, qui circule dans une économie, parce que la contrepartie est là en réserve en or, d'accord. Après cette contrepartie a été changée, devenue soit en or, soit en GBP, c'est-à-dire le Great Britain Pound, parce que la Grande-Bretagne, à un certain moment, a été considérée la première puissance mondiale. On a une petite partie d'un livre d'un économiste qui a parlé de la puissance de l'économie britannique au 19e siècle. Alors, le livre d'elle, c'est que dès la fin du XVIIe siècle, le Royaume-Uni est le berceau de la première révolution industrielle. Le berceau, c'est-à-dire le point de le commencement, d'accord, de la première révolution industrielle, et le pays devient rapidement l'atelier du monde, d'accord. La Grande-Bretagne était considérée comme l'atelier du monde en la fin du XVIIe siècle. Alors la mécanisation y est plus avancée que dans les autres pays européens, et le Royaume-Uni est de loin la première puissance industrielle mondiale. En 1950, il produit 40% des biens manufacturés. 40% des biens manufacturés de la planète. Donc Londres est le premier port mondial de la City de la Londres est la principale place financière. Donc, on a une petite partie de le livre de l'économiste qui a bien expliqué que la Grande-Bretagne était dans la première puissance mondiale. En 2021 janvier, le Brexit est devenu officiel. D'accord. Le Brexit est devenu officiel à partir de janvier 2021. D'accord. Le Brexit est officiel. D'accord. Vous pouvez voir les détails de la date actuelle. Et après cette période, les talons d'or et la contrepartie en Grande-Bretagne et les réserves d'or qui existent dans les banques centraux, quand il y a une période en 1870 et 1940 est souvent considérée comme l'exemple type d'un régime des talons d'or. Effectivement, le taux de change sont fixes et les monnaies sont convertibles en or. D'accord. Laquelle système monétaire classique. Après 1918, la puissance européenne ressent la nécessité de définir un nouvel ordre monétaire international. Elle ne repose plus uniquement sur la livre sterling et l'or. D'abord, à partir de 1918, mais presque seulement le système il repose à la livre sterling et l'or. Elle décide à la conférence de Gênes de limiter la convertibilité des monnaies en or, d'accord, et de reconnaître officiellement que les devises sont des moyens de réserve pour les banques centraux
au même titre de l'or. Donc après je regarde la livre sterling et l'or, mais les devises sont considérées comme des réserves, d'accord. Là qui est le problème, quelle est le devise suprême, d'accord. Là il y a des la réserve. Donc là, bien sûr vous avez deviné ce qu'en 1944 la conférence de Bretton Woods vise à éviter l'instabilité de l'anarchie qui caractérise les relations monétaires de l'entre-deux-guerres. Il repose sur la fixité des changes, sur l'utilisation du dollar américain comme monnaie internationale. On a une initiation du pouvoir du dollar américain. C'est pour cela que le dollar est toujours depuis des années, il est toujours forte et toujours considéré comme la première devise du monde entier, d'accord. Donc actuellement pour le Maroc, soit qu'on indique en réserve de l'or, soit qu'on indique en réserve le dollar, c'est mieux, d'accord. D'accord, on a plusieurs détails. Donc on a comme l'histoire du système monétaire international. Donc jusqu'à aujourd'hui, comme la contrepartie de la monnaie doit être en dollars, c'est-à-dire la devise. Le livre toujours comme شايفينه في la première vidéo قلت لكم le polyco فين غادي تلقاوه. Donc تقدروا تشوفوا هذا le détail après. هذه c'est une plateforme qui représente la puissance le dollar par rapport à l'euro, d'accord. Euro-dollar depuis des années, c'est-à-dire en 1994 jusqu'à aujourd'hui, que tu vois la tendance il est baissière. Donc toujours l'or il est baissé par rapport au dollar malgré aujourd'hui. Entre l'année 2020 et l'année 2021, le dollar est, si vous voulez, est en situation de récession, en crise, mais toujours il est plus fort par rapport à l'euro. Toujours il est plus fort par rapport à l'euro. D'accord. C'est une plateforme de TradingView, d'accord. D'autres consultants. Alors, le problème de la coordination des politiques internationales et des politiques économiques n'a clairement pas disparu avec le flottement des monnaies. Les déséquilibres mondiaux en sortent un bon exemple. Ouais. Alors, troisième et dernier point de le chapitre, c'est la mondialisation financière. Alors, jusqu'à la fin des années 1960, où l'absence d'un véritable marché international des capitaux, les possibilités de financement externe sont très réduites. Les déséquilibres courants sont limités et correspondant à un transfert financier des pays du Nord vers les pays en développement. Alors, dans les années 1970, les chocs pétroliers sont à l'origine du transfert sud-sud. Les excédents dégagés par les pays exportateurs de pétrole sont via le marché des euro-dollars, avec un dollar disposé dans les banques extérieures aux États-Unis, placés dans des banques occidentales qui les transforment en crédit au pays en développement. C'est seulement dans les années 1980 que la libéralisation financière permet le développement d'un véritable marché financier international. En même temps, les transferts se centrent sur les flux nord-nord. Les États-Unis connaissent un important déficit courant, devient le premier emprunteur, d'accord, face au Japon. Le Japon, il emprunte presque 250% par rapport à son PIB. D'accord. La masse des emprunts du Japon. C'est 236, c'est-à-dire deux fois la richesse créée, 2 fois et 30% de la richesse créée par le Japon est en dette, d'accord. Donc c'est très 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 grand. Et l'Allemagne qui dégage des excédents élevés. Alors comme le souligne Gorinchaz et Ray en 2014, le déficit du compte courant, d'accord, le CTC, américain est financé par les pays exportateurs de pétrole et les pays émergents à partir de 2006. Malheureusement, le déficit atteint alors que plus de 800 milliards de dollars, soit 6,5% du PIB, avec une montée en puissance du financement chinois dans les années récentes. L'explosion à un moment donné de l'économie chinoise. Alors, l'émergence de ces déséquilibres mondiaux va de pair avec une diminution généralisée des taux d'intérêt réels dans le monde, entre 5 à 6% dans les années 1980 et moins de, c'est-à-dire un taux d'intérêt négatif en 2011.
Alors, la configuration des équilibres mondiaux sur la période 1990-2010 a suscité une multitude d'explications qui apparaissent plus comme complémentaires que concurrentes. Alors, les principales d'entre elles s'articulent autour des trois axes principaux, qui sont la faiblesse de l'épargne des États-Unis, l'excès d'épargne à l'extérieur des États-Unis et les régimes d'échange adoptés par les économies émergentes d'Asie, associés à une forte préférence des investissements internationaux pour les actifs internationaux, bien sûr sans oublier la fragilité des systèmes bancaires mondiaux. Donc, c'est généralement, il y a quelques points il y a ce qu'on appelle la mondialisation financière. C'est un concept qu'il faut toujours il faut le souvenir ce qu'on t'a appelé. Alors, troisième chapitre, c'est les théories du commerce international. Alors, fin de la troisième chapitre, on échauffe 4 points qui sont l'évolution de la structure du commerce mondial. D'accord. Qui commerce avec qui, c'est-à-dire le Maroc, il commerce avec qui sont les grands partenaires, le Maroc au niveau du commerce international. Troisième point, le modèle HOS, ou bien la théorie de dotation factorielle et échanges internationaux. On va fait même le paradoxe de Lyon-Sif. Et quatrième point, quelles sont les nouvelles théories de l'échange international. D'accord. Alors, le commerce mondial, c'est en constante évolution et en constante évolution. D'accord. Toujours il est en croissance. Alors, sa structure est très différente aujourd'hui de ce qu'il était il y a une ou deux générations. Pour autant, la mondialisation n'est pas un phénomène totalement nouveau. On observe encore certaines similitudes entre l'économie mondiale d'aujourd'hui et celle de la fin du 19e siècle. Quelques similitudes. Alors, l'évolution de la structure commerce mondial, l'évolution c'est apparente, donc on n'a pas besoin même de l'expliquer. La structure du commerce mondial des années du 19e siècle, c'est pas le commerce actuellement, d'accord. Alors, beaucoup de débats relatifs à l'évolution du commerce mondial laissent entendre que les techniques de transport modernes sont plus sophistiquées, d'accord. Plus encore, les nouveaux moyens de communication sont fortement réduit l'impact de la distance géographique. Donc quand le problème de la distance d'abord actuellement c'est plus un problème, d'accord, ni en moyen de transport ni en moyen de communication, d'accord. Alors il y a certainement une part de vérité dans cette assertion. L'internet permet de communiquer instantanément et presque gratuitement d'un continent à l'autre, d'accord. L'essor du transport aérien donne chacun la possibilité d'atteindre rapidement chaque partie du globe. D'accord. Même si les modèles de gravité confirment toujours que la distance continue d'exercer une influence forte sur le commerce international, il est vrai que le progrès technologique a facilité les échanges sur longue distance. Alors, l'histoire nous montre cependant que le choix politique en faveur du libre-échange peut l'emporter sur les effets de la technologie. En effet, la mondialisation de l'économie n'est pas une invention de la seconde moitié du XXe siècle. En réalité, il y a deux vagues de mondialisation. La première s'appuie non pas sur Internet et les lignes aériennes internationales, mais sur les chemins de fer, les bateaux à vapeur et la télégraphe. En 1919, l'économiste anglais Keynes a décrit, donc Keynes c'est Jean Maynard Keynes, donc peut-être que tu as fait l'économiste. Donc هذا هو l'économiste Jean Maynard Keynes, d'accord. C'est le fondateur de l'école keynésienne. Alors Keynes il a dit c'est que quel épisode extraordinaire dans le progrès économique de l'homme qu'a été cette époque qui a pris fin en août 1914. Donc oui, il exprime ce que كيفاش هاد la période ديال 1914 كيفاش ولات. Donc quel épisode extraordinaire. Donc كيفاش ولات هاد la période. Un habitant de Londres pouvait commander par téléphone tout en buvant son thé matinal au lit. Donc هنايا في هاد les années راه شي حاجه اللي هي
très 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 extraordinaire. Mais actuellement, c'est pas un grand chose. Donc, ils pouvaient commander par téléphone, d'abord commander par téléphone, tout en buvant sur santé matinale. Donc, tu commander tout en buvant. Donc, actuellement, c'est pas très 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 extraordinaire. Au contraire, c'est normal, tout à fait normal. Alors, le Maroc, il commence avec qui? Bien sûr, c'est avec le premier partenaire, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne. Alors, en 2019, l'Europe demeure le partenaire le plus favori du Maroc avec 65,8 du total des échanges. 65,8 du total des échanges, des échanges, soit 500 milliards de dirhams. Alors, ce chiffre est soutenu par les échanges effectués avec l'Espagne, d'accord? Le premier partenaire de l'Europe, après l'Europe, c'est l'Espagne, d'accord? Dans l'Europe, pardon, c'est l'Espagne, 145 milliards de dirhams, et la France, 121 milliards de dirhams. Donc, à moins les deux partenaires essentiels avec le Maroc. Donc, c'est la répartition géographique des échanges commerciaux en 2019. Donc, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, etc. Donc, les informations sont disponibles sur le rapport de l'Office d'échange. D'accord. Alors, le modèle de la HOS. Le modèle de la HOS, ou bien la théorie de dotation factorielle et échange international. Le modèle de la HOS, ou bien Hechter Online Samuelson, ou bien la théorie de dotation factorielle. Alors, il prolonge la théorie ricardienne, c'est-à-dire la théorie du Ricardo. Alors, la théorie, c'est à quoi? Alors, la théorie, il explique comment on peut atteindre ou bien comment on peut avoir un avantage au niveau d'un échange international, d'accord? Alors Ricardo, bien sûr, il dit si deux pays fait des échanges internationaux, par exemple A, il échange avec B et B, il échange avec A. Alors si A il veut atteindre un avantage par rapport au B, il doit exporter les éléments qui nécessitent moins de facteurs de travail et plus de facteurs capital. Et il doit importer des éléments qui nécessitent plus de facteurs de travail et moins de facteurs de capital, parce que le facteur travail est plus intéressant, rare et très cher par rapport au facteur capital. Donc c'est tout à fait juste, d'accord? Mais le modèle HOS, il vient de continuer à la théorie, parce que la théorie de Ricardo, c'est correct mais insuffisant, d'accord? À partir d'un cadre reposant sur les techniques flexibles et la représentation d'au moins deux facteurs de production. À partir d'un cadre reposant sur des techniques flexibles et la présence d'au moins deux facteurs de production. Alors, dans ces nouvelles hypothèses, la spécialisation dépend des dotations factorielles des pays, l'échange est toujours source de gains et l'ouverture engendre des modifications dans la répartition du revenu national. Alors, les vérifications empiriques révèlent que les dotations factorielles expliquent partiellement les spécialisations des pays et leur évolution dans le temps. Alors, on a fait que la modification le point qui sont ajoutés les trois économistes Orlan Samuelson à la théorie des Ricardo, d'accord? D'autres facteurs interviennent, mais pas seulement le facteur capital travail, mais d'autres facteurs qui interviennent, en particulier les écarts technologiques, les préférences des consommateurs. Donc, peut-être les deux éléments, je fais le temps de dire Ricardo, parce que Ricardo, c'est un économiste qui est très très classique. De l'école, même de l'école classique, d'accord. David Ricardo. D'accord, c'est un économiste britannique. D'accord. Donc la date de naissance était en 1772 et mort en 1823. D'accord. C'est un économiste qui est très classique. Alors les effets de l'ouverture, c'est sur les salaires prévus par le modèle, sans sujet de débat compte tenu des évolutions observées, en particulier dans les pays en développement. Alors, le modèle HOS, c'est-à-dire des trois économistes, Hechter Samuelson. Alors Samuelson, c'est un économiste prix Nobel. Paul Samuelson. D'accord, c'est un prix Nobel en 1970.
D'accord. Donc, il est né en 1915 et mort en 2009. D'accord, ça c'est un économiste très très connu pour son mission. Alors, les effets de l'ouverture sur les salaires prévus par le modèle sont sujet de débat. Alors, compte tenu des évolutions observées en particulier dans les pays en développement, le modèle HES repose sur les hypothèses suivantes. D'accord. Les deux biens sont produits avec fonction de production, facteurs substituables, capital et travail. Bon, au moins, ils ont ajouté les hypothèses le postulat de Ricardo. D'accord. Alors, on appelle intensité factorielle le rapport entre le capital et le travail. Ou bien le travail sur le capital, ça dépend le but de l'étude. Donc, normalement, le capital, le travail, pour le point de Ricardo, d'accord. Le facteur se compte toujours positif, c'est-à-dire le capital est supérieur au travail, au niveau bien sûr des importations, au niveau des exportations. Et au niveau des importations, c'est qu'on L sur K, c'est-à-dire le facteur du travail supérieur au facteur du capital. Alors, un paradoxe qui est très connu, le paradoxe de Leontief. Alors, Leontief est un économiste. Il a testé les intensités factorielles, d'accord. Donc, il a testé la façon pertinente de la loi de Heckscher Online Samuelson, d'accord. Donc, il faudrait disposer de données sur les dotations factorielles. Donc, on va les dotations factorielles, d'accord. Les dotations factorielles, les données sur les intensités factorielles par branche et sur le contenu factoriel des échanges. Alors, faute d'éléments permettant de connaître les dotations et les intensités, la plupart des études se contentent de formuler des hypothèses qui paraissent vraisemblables sur la dotation. Donc, il y a des hypothèses où les deux facteurs, capital travail, c'est très difficile à les chiffres, les data faciles. D'accord. Donc, il y a à peu près donc, il a essayé, d'accord. Il a essayé l'information la plus correcte. Alors, le travail empirique de Leontief procède de cette façon. Donc, on a l'exemple des États-Unis. Donc, ce dernier s'intéresse au contenu factoriel des échanges des États-Unis avec le reste du monde en 1947. D'accord. Les échanges et le commerce international entre les États-Unis avec le RDM, c'est-à-dire le reste du monde en 1947. Le facteur travail et le facteur capital. C'est l'intensité factorielle, c'est-à-dire le travail et le capital. D'accord. Donc, on a bien sûr le contenu en millions de dollars d'exportation, on a le contenu en millions de dollars des importations. Donc, il y a le facteur travail, qui est L, et le facteur capital, qui est K. D'accord. En millions de dollars. Donc, il y a le facteur travail et le facteur capital. D'accord, il y a les exportations des États-Unis par rapport au reste du monde. Donc, il y a le facteur qui est l'intensité factorielle, le travail qui est L. D'accord. Donc, en an par année, on a le capital, d'accord, en millions de dollars. 2 millions 580. On a l'intensité factorielle. Chaque an, qui nécessite le facteur travail par rapport au facteur capital en millions de dollars. Donc, on a en millions de dollars. Donc, à peu près 71,47 au niveau des exportations. On voit la même chose au niveau des importations, on 55. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'au niveau des exportations, les États-Unis, l'intensité factorielle du travail par rapport au capital, l'intensité factorielle du travail par rapport au capital des exportations sont supérieures aux importations. Le postulat, c'est contre le modèle de Ricardo et contre le modèle de la HES. Parce que normalement, tu dois exporter moins du capital par rapport au travail, et tu dois exporter tu dois importer plus les éléments du travail par rapport au capital, et tu dois exporter plus du capital et moins de travail. Et l'Amérique, il fait le contraire, il exporte plus
du travail par rapport au capital parce que je trouve l'intensité factorielle. Il importe moins de travail et plus du capital. Les États-Unis, il fait le contraire. Maintenant, comme l'indique le tableau, l'IONCIF constate que les exportations américaines sont caractérisées par un contenu de travail par unité du capital supérieur à celui des substituts aux importations, ce qui contredit l'idée selon laquelle les États-Unis seraient relativement moins riches en travail que le reste du monde. Alors ce résultat paradoxal a reçu des interprétations diverses. Alors pour l'IONCIF, la loi HOS est vérifiée, mais l'hypothèse de départ selon laquelle les États-Unis sont relativement bien dotés en capital est fausse. Le test révélait qu'ils disposent en effet d'une dotation relative élevée en travail par rapport au reste du monde, d'accord. Et l'autre interprétation, c'est que d'autres auteurs estiment que les États-Unis sont relativement bien dotés en capital, mais que le contenu en capital et leurs exportations a été sous-évalué. Donc, comment ils sont sous-évalués le capital, d'accord. Normalement, on a le capital est supérieur, mais l'interprétation est d'accord. Donc, bref, le modèle de HOS et le modèle et le paradoxe de l'IONCIF. Alors là, le dernier point, c'est quelles sont actuellement les nouveaux théories de l'échange international, d'accord. Alors les théories ricardiennes et le modèle de dotation factorielle n'introduisent pas explicitement dans leur hypothèse certains phénomènes qui manifestement jouent un rôle important dans l'orientation des spécialisations contemporaines. Alors comme le progrès technique, les économies d'échelle, la différenciation des produits et la distance entre territoires nationaux. De plus, ces théories ignorent deux faits majeurs. De mieux en mieux documentés, la division verticale des processus productifs entre pays et l'hétérogénéité des firmes en regard de l'activité d'exportation. Alors, les nouvelles théories de l'échange introduisent certains de ces phénomènes. Ce chapitre présente leurs fondements et leurs principales conclusions. Alors les nouvelles théories de l'échange international sont la technologie comme un facteur d'échange international, d'accord. La concurrence internationale par l'innovation, c'est un point très important. L'innovation, c'est-à-dire la recherche et développement, d'accord. Il y a un petit graphique, donc on a le détail, parce que le point de la recherche et de l'innovation est devenu très 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 important. C'est le point très très important actuellement, non seulement dans le commerce international, mais dans l'économie internationale. Que les États-Unis, leader en termes d'indicateurs d'effort à l'innovation, ne cesse de perdre des parts par rapport à la Chine. On a les dépenses de la recherche et développement, la recherche et développement, d'accord, par rapport au PIB. Donc les États-Unis, de 2000 à 2013, la courbe elle stagne, d'accord. Mais quand je vois la différence entre 2000 ou 2013 au niveau de recherche et développement, toujours entre 2,5% du PIB, 3% du PIB par rapport à la Chine. La Chine elle a commencé en 2000 entre 0,5 et 1. Il y a un pourcentage du PIB actuellement 2%, c'est-à-dire le double. Il y a 10 ans. Donc il a dépensé la recherche et développement 12. On a fait les exportations de la haute technologie, d'accord. De la haute technologie parce que parmi les fruits de la recherche et développement, la haute technologie, en milliards de dollars. Les États-Unis, en 2005, ils exportent 200 milliards de dollars. En 2012, à peu près 150 milliards de dollars. D'accord. La Chine, en 2015, elle a exporté comme haute technologie à peu près 210 milliards de dollars. En 2012, 500 milliards de dollars. D'accord. 500 milliards de dollars. Et là, on voit la variation entre, pour la Chine, au niveau des exportations entre 2012 et 2005. En 2012, c'est 500, moins 200 milliards de dollars en 2005, sur 200, donc 150%, d'accord, qui est une augmentation de 150% au niveau des exportations de haute technologie pour la Chine, d'accord. Donc on a l'avance de la croissance de la Chine par rapport aux États-Unis pour les exportations.
de haute technologie, électronique, informatique, aérospatiale, pharmacie, etc. D'accord. Bon, d'accord, en bref, l'évolution de la recherche et au développement pour la Chine par rapport à les États-Unis. Alors, le chapitre suivant, c'est la politique commerciale. D'accord. Alors, le chapitre, on va essayer de savoir quels sont les différents instruments de la politique commerciale. D'accord. Deuxième point, on va voir qu'est-ce que le protectionnisme, quelles sont les mesures ou bien les formes du protectionnisme. Et dernièrement, le protectionnisme, on va voir quels sont les enjeux ou bien les avantages ou bien les arguments pour choisir la politique du protectionnisme et quelles sont les limites ou bien quels sont les arguments contre le protectionnisme. Même chose pour la libre-échange, on va voir qu'est-ce que la libre-échange, bon, quelles sont les mesures ou bien les formes de la libre-échange, quels sont les enjeux ou bien les avantages ou bien les arguments pour la libre-échange, et dernièrement quelles sont les limites ou bien les inconvénients ou bien les arguments contre le choix de la libre-échange. D'accord. Alors l'objectif des chapitres précédents était de répondre à une question simple. Pourquoi les pays ont-ils des intérêts à s'engager dans les relations commerciales internationales? D'accord. Alors cette question est intéressante en elle-même, mais elle doit surtout permettre de comprendre et d'interpréter les choix de politique commerciale. Par exemple, si l'Union européenne souhaite protéger son industrie automobile de la concurrence japonaise et des Sud-Coréens, doit-il préférer la mise en place des droits de douane? Il y a parmi les instruments de la politique économique, la politique commerciale, je vois tout de suite, ou bien le quota d'importation, ça y est, c'est parmi les instruments de la politique commerciale. Alors ce chapitre, on va étudier les conséquences des politiques commerciales mises en place par les gouvernements sur l'économie internationale ainsi que sur les économies étrangères. Ce chapitre fournit un cadre théorique qui permet d'évaluer les effets propres à chacun de ces instruments. Alors, je vois le premier point, il est très important, les instruments de la politique commerciale. Alors, les pouvoirs publics disposent d'une grande variété d'instruments de protection, taxes sur les produits échangés, subventions, ou bien la limite légale d'un volume d'importation, le quota d'importation. D'accord. Alors, le premier instrument, c'est les droits de douane. Les droits de douane. Alors, les droits de douane sont des impôts sur les importations. On distingue deux types, qui sont les droits de douane spécifiques et les droits de douane ad valorem. Il y a l'article 4 du code des droits de douane. Le premier correspond au prélèvement d'un montant fixe par unité. D'accord, les droits de douane spécifiques. Par exemple, 2,5 dirhams par baril de pétrole. Donc, un exemple, chaque baril importeur, 2,5. D'accord. Et le deuxième, c'est-à-dire le droit de douane ad valorem, c'est une taxe qui correspond à une part de la valeur du bien importé. Par exemple, une taxe de 2,5 appliquée à la valeur d'une barbe tondeuse importée. Il a importé chez barbe tondeuse, d'accord. Donc le prix de là, il 2,5 comme un droit de douane. Bien sûr, tout en ne sauche la TPI. La TPI, c'est-à-dire la taxe pas fiscale à l'importation, il y a 0,25 et la TVA est de 20%. D'accord. Donc, tu as les chiffres maintenant tondeuse importée, tu as maintenant tondeuse wall, par exemple, la tondeuse, n'importe quelle tondeuse, d'accord. Brown, etc. Tu as importé, tu as 2000 dirhams, d'accord. Tu as 2,5% des droits de douane, il y a 50 dirhams, plus 0,25% de la taxe parafiscale à l'importation, d'accord, et plus 20% de la TVA, d'accord, plus 20% de la TVA. Alors donc le premier instrument, c'est les droits de douane, d'accord. Alors les autres
Alors, le deuxième instrument, le quota. Alors, les droits de douane constituent l'outil de production commerciale le plus ancien. Donc, depuis longtemps qu'on la technique des droits de douane. Ils sont longtemps été la principale ressource des budgets publics marocains pour le Maroc. D'accord. Au-delà de l'aspect financier, les droits de douane avaient pour objectif de protéger certains secteurs de l'économie nationale. Alors, de nos jours, les gouvernements ont davantage recours à différents types de barrières non tarifaires, comme les quotas d'importation, limitation des quantités exportées, souvent imposées à la demande du pays importateur. D'accord. Donc, le quota, c'est la limitation de la quantité exportée. Donc, l'exemple, si vous voulez plus clair, par exemple, les États-Unis, il y a la limitation bien le quota, l'importation des fromages hollandaises. D'accord. De la Hollande. D'accord. Par exemple, quelqu'un qui est les États-Unis, d'accord, ou pourrait importer le fromage de la Hollande, qui a un quota, c'est-à-dire qu'il y a une quantité par an, d'accord, qui a la quantité par an, les possibles importer, d'accord. Donc, il y a la limitation de la quantité de l'importation. Alors, les autres instruments de la politique commerciale, alors, les droits de douane sont les études de protection commerciale, le pouvoir public, mais il existe d'autres politiques commerciales. Par exemple, la subvention à l'exportation, le quota d'importation, et la restriction volontaire aux exportations, d'accord, comme les règles de contenu local, d'accord. Mais le point des subventions d'exploitation, c'est appliqué dans le Maroc, d'accord. Alors, les subventions d'exploitation, c'est quoi? C'est une aide publique, d'accord, que l'État versée à une entreprise qui vend une part de sa production à l'étranger. Donc, il y a une entreprise qui dit l'exportation, l'État a des subventions, d'accord, à l'instar d'un droit de douane qui peut être spécifique ou ad valorem. L'exemple la promotion de la diversification des exportations des produits agricoles par exemple l'État كتعطي des subventions d'exportation للفلاحة. كاين هاد البروموسيون ديفيرسيفيكاسيون كاين واحد PDF تقدروا تلقاوه هنايا تيليشارجيوه. اللي هو هذا فون دو ديفلوبمون agricole. Les aides financières, des subventions d'exploitation كتعطيهم l'État للفلاحة. هذا ديال 2019 تقدر تلقاو ديال 2020 تكتبوا فون دو ديفلوبمون agricole. Fonds de développement agricole. Fonds de développement agricole. Téléchargez la version de peut-être 2020 يمكن مازال mais 2019 راه هي عندنا فيهم les aides اللي داخله في le plan ديال الماروك d'accord. هما les aides اللي كتعطيهم l'État au niveau d'aménagement, au niveau par exemple du matériel. Nous l'exemple مثلا ديال un tracteur d'accord. alors l'État كتعاونك في 30% من الثمن ديالو d'accord. ولكن un plafond ديال 72000 درهم. exemple مثلا باش تفهموا مثلا التراكتور انت غادي تشريه مثلا نقولوا 60 مليون par exemple 600,000 dirhams 600,000 dirhams d'accord. Donc il y a l'État qui a 30%, ولكن un plafond de 72,000 d'accord. Donc il y a des 30%, c'est-à-dire 180,000, mais il dépasse le plafond. Donc il y a l'État qui a 78,000 d'accord. Par exemple مثلا شي tracteur ب 40 مليون d'accord. 30% هي 120,000. Donc l'État غادي يتعاونك غير ب 78,000 d'accord. bon l'essentiel l'État كتعاونك تعطيك دي سيبونسيون. وهنا كتلقاو كاع au niveau des exportations par exemple إلا كنت غادي تexporter la Russie كتعاونك 50 درهم الطون. l'Ukraine la Chine les pays de Golfe arabe تعاونك 500 درهم الطون
d'accord. L'exportation ديال الطوماط كتعاون 750 درهم للطن pour les quantités exportées hors Union européenne, d'accord. L'exportation de fraises 500 dirhams tonne, d'accord. D'accord, donc les subventions à l'exportation. Bon, le quota هضرنا عليها. Le quota d'importation, c'est un quota d'importation, c'est une limite légale des quantités importées. Alors, cette barrière non tarifaire s'accompagne le plus souvent de l'octroi des licences à certains gros groupes d'individus ou bien d'entreprises. D'accord. Alors, je vous d'abord le protectionnisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le protectionnisme? Alors, le protectionnisme désigne toutes les interventions de l'État portant sur le commerce extérieur du pays. D'accord. Qu'il s'agisse de l'érection de barrières destinées à limiter les importations ou encore d'aide d'apporter aux exportateurs pour pénétrer sur le marché étranger. Donc, le sens du protectionnisme. D'accord. Comme son l'indique, il s'agit des moyens mis en œuvre par un pays ou aux zones géographiques afin de protéger les entreprises nationales de la concurrence étrangère. Il s'agit alors de mettre en place des barrières à l'entrée pour les concurrents étrangers. Alors, un gouvernement peut limiter les importations de produits étrangers de plusieurs façons. D'accord, donc les formes qu'il peut avoir le cas du protectionnisme. Soit il va utiliser les droits de douane, soit les contingentements, les subventions, d'accord, les licences d'importation, etc., etc. Donc on peut les diviser, distinguer en deux grandes catégories. Donc, les formes ou bien les catégories du protectionnisme, qui sont les barrières tarifaires ou les barrières non tarifaires. Barrières tarifaires, c'est-à-dire les droits de douane, d'accord. Barrières non tarifaires, le quota, d'accord, les barrières réglementaires, le dumping, etc., etc. Alors les enjeux, d'accord, ou bien les avantages, ou bien les arguments pour le protectionnisme. D'accord, premièrement, c'est le redressement de la balance commerciale. C'est-à-dire qu'il y a moins d'importations, c'est-à-dire qu'il y a moins d'importations en plus des exportations, donc il y a la situation d'excédent budgétaire, d'accord, excédent commercial. Alors, deuxième enjeu, ou bien avantage, c'est l'augmentation des recettes fiscales. Parce que les droits de douane, c'est parmi les recettes fiscales. Protection d'une entreprise nationale, d'accord. Modernisation du secteur en difficulté. Mais la plus importante, les enjeux de la protection, c'est la lutte contre le chômage. La lutte contre le chômage, parce que les entreprises étrangères, vous êtes obligé d'acheter les entreprises marocaines, nationales, d'accord. Les entreprises nationales vont grandir, on va plus de gens, pour cela, on a la lutte contre le chômage. Alors, mais bien sûr, on a l'image de Trump, il est en bataille contre la Chine. Alors, de nombreux économistes doutent de l'efficacité de la protectionnisme. D'accord. Prenons l'exemple des droits de douane instaurés par Donald Trump sur les importations en provenance de la Chine ou bien de l'Europe, dans le but de défendre l'emploi aux États-Unis. Une telle mesure, en pénalisant les importations, pourrait en effet créer des emplois nouveaux dans le secteur désormais à l'abri de la concurrence. Mais les effets secondaires sont également à prendre en compte. Le principal effet secondaire est que les exportations américaines risquent, elles aussi, de diminuer suite à l'instauration ou à l'augmentation des droits de douane par les autres pays, risquent en représailles, mais même dans le cas où les droits de douane chinois et européens ne seraient pas augmentés. Les exportations américaines risquent néanmoins de se contracter. En effet, toutes les choses égales par ailleurs, si les États-Unis importent moins, d'accord, le dollar s'appréciera, d'accord. Si les États-Unis importeront moins, ils achètent moins la devise des autres pays, ce qui rend le dollar plus cher, d'accord. Et l'appréciation du dollar rendra mécaniquement les exportations américaines plus chères, d'accord. Donc il a le dollar là, donc bien sûr les exportations les autres pays des conseils parce que le dollar là, quand le dollar là, ما يقدروا importer بزاف ديال les biens. Alors à l'arrivée
les exportations américaines auront baissé d'un niveau plus ou moins similaire aux importations, annulant les effets positifs attendus sur l'emploi. La production ne sera plus effectuée dans les pays les plus efficaces, d'accord, ce qui diminuera la productivité de l'économie américaine. Et les droits de douane auront, eux, des effets négatifs supérieurs aux effets positifs. Donc, les États-Unis, faire la politique اللي خداتها contre la Chine, كان عندها malgré يعني بزاف ديال les points positifs, mais كانوا quelques points négatifs qui sont un peu dérangeantes pour Trump, d'accord. اللي هو la dépréciation, l'appréciation de le dollar, parce que tu protèges l'économie américaine contre les autres économies. Qu'est-ce que la circulation le dollar moins, parce que les gens vont un peu la circulation, qu'est-ce qu'on crée là le dollar dans le monde entier, le dollar qui compte là, mais qui est le dollar qui conseille les autres pays à acheter et apporter à les États-Unis, d'accord, parce que le devise ديالهم راه طالع. alors انا غادي كنت entre parenthèses داكشي اللي كان صار entre les États-Unis و la Chine, داك le système protectionnisme اللي كان خداتهم. alors les limites ديال le protectionnisme de façon générale عندنا deux points. هما l'aggravation ديال le retard technologique, parce que كاين عندك moins d'innovation, tu contentes de l'économie nationale ديالك, ou la possibilité de la réduction des exportations, d'accord. يقدر مثلا هادشي اللي كان واقع les États-Unis au niveau ديال البويكوت. مثلا انت الا كنت غادي tu protèges l'économie ديالك par rapport à l'économie ديالي، انا واش غادي ندير؟ غادي نقاطع l'économie ديالك حتى نتايا، دونك انا ماشي من امبورت عليك. هنا كيكون حتى هو واحد البروبليم au niveau ديال البروتكسيونيزم، داكور. دونك انت ما يمكنلكش انت انك تقاطع دير دي انسترومون au niveau ديال les exportations ديالي، c'est-à-dire تطلع لي droits de douane، دير كوطا اكسيتيرا، وانا تانا نقدر ندير تانا لا ميم شوز، كنقاطع تانا لي برودوي امريكان. هذا هو لو ليميت اللي كاين au niveau ديال لي بروتكسيونيزم. alors la libre-échange, le contraire du protectionnisme, c'est la libre-échange, c'est-à-dire donc la libre circulation des biens et services entre les pays, d'accord. alors cette théorie applique au niveau international. Le principe libéral selon lequel il convient, c'est laisser faire, d'accord. c'est laisser faire, c'est-à-dire les interventions extérieures, quotas, droits de douane, etc. alors les avantages du libre-échange, donc alors peu de pays sont véritablement mis en place une politique de libre-échange 100% par Hong Kong. Hong Kong qui est officiellement un territoire chinois, عندها une politique économique libre-échange à 100%, ما عندهاش كاع les droits de douane, d'accord. donc هادو les principaux avantages et les principaux inconvénients de la libre-échange, d'accord. تقدروا تشوفوهم هنا في البوليكون. alors cinquième chapitre, غادي نشوفوا les principaux acteurs bien les institutions actuelles في le commerce international. انا خديت لكم quelques acteurs marocains et quelques acteurs internationaux. les acteurs marocains خديت لكم la ministère des affaires étrangères, le ministère de l'industrie du commerce, la CNPE, la CNCE, l'office d'échange, la SMEX, la CCG, caisse centrale de garantie. ما بقاش caisse centrale de garantie à partir de 2021 ولات une société anonyme, société nationale de garantie et de financement de l'entreprise, mais باقيه تابعه la CDG, d'accord. et dernier organisme هو SMAEX, d'accord. هادي c'est pas une liste limitative, d'accord. كاين autre mais هادو هما les plus importants, d'accord. pour les organismes internationaux, quel l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'ONU, la FMI, le Fonds monétaire international, BIRD, UMA et LA, la Liga, d'accord. alors la politique commerciale des États-Unis, fruit de compromis voire affrontements contre le Congrès et président, a connu de nombreux revirements. En comparaison, les choix de l'Union européenne apparaissent comme plus stables dans le temps, d'accord, mais aussi plus ambigu. alors la Chine, c'est une nouvelle puissance économique, mais sa politique commerciale au service de son objectif de croissance. alors le Maroc n'est pas une exception, d'accord. le Maroc export, c'est un carrefour, donc c'est un ensemble de plusieurs institutions, donc un carrefour de plusieurs institutions nationales et internationales. alors on a نشوفوا les organismes marocains اللي هما هادو. donc les organismes marocains اللي خديتهم لكم غادي نشوفوا une par une, غادي نشوفوا les missions, d'accord. donc هاد les organismes
marocaines. Donc les organismes marocains, les organismes internationaux, غادي نشوفوا deux choses. غادي نشوفوا يعني qu'est-ce que ça veut dire هاد يعني هاد l'organisme كنعطيوها واحد une petite explication عليها. هذا premier point. Ou deuxième point كنعطي l'émission, d'accord. نشوفوا l'émission ديال chaque institution, d'accord, que ça soit marocain ou bien international, d'accord. Donc chaque institution غادي نشوفوا يعني c'est quoi واش كدير un peu يعني واحد une petite introduction عليها و l'émission ديالها, d'accord. On commence avec le ministère des Affaires étrangères, d'accord. Donc un sans complet c'est le ministère des Affaires étrangères ou des Kharijiyya. Comment parmi les missions ديالها, d'accord, c'est conduite l'action diplomatique. Donc il y a عندهاش واحد l'importance كبيرة au niveau de le commerce extérieur, d'accord. Le ministère de l'industrie et du commerce, d'accord. Il y a valider les stratégies de développement des investissements, mettre en œuvre des développements, etc., etc., d'accord. de l'émission de d'accord. Donc l'organigramme a deux parties, qui est la direction générale de l'industrie et la direction générale du commerce, d'accord. On a le ministère de l'industrie et du commerce, vous êtes déjà au Sénat, d'accord. Alors parmi les directions qui sont la direction générale du commerce, il y a une direction qui concerne le commerce, les marques export, liées à la direction des relations commerciales internationales, d'accord. Elle s'intéresse à la direction يعني خاصة بالتجارة الخارجية, يعني commerce international. Alors parmi les établissements ou bien les organismes اللي تابعين لوزارة الصناعة والتجارة, كاين واحد l'organisme اللي مهمة, bon كاين l'AME, l'agence marocaine de l'efficacité énergétique, l'ADD, Maroc PME, l'OMPIC, l'ISCAE et Manor. هادو ما يهموناش, اللي كيهمنا هو هاد l'AMTI, اللي هي agence marocaine de développement des investissements des exportations, d'accord. L'émission ديالها elle est chargée de promouvoir des investissements nationaux et internationaux ainsi que les exportations des biens et services. Donc هادي بحال يعني promouvoir بحال اللي كتعاون, d'accord. Donc au niveau des investissements à l'étranger, d'accord, تبع وزارة التجارة والصناعة. Le site ديالها هو هذا amti.gov.ma, d'accord. بالنسبة les exportateurs, هاد l'agence هادي يعني كتعاون pour le développement, كتعاون كاينه باش développer les exportations ديالك au niveau étranger, d'accord. Quelle est la CNPE, d'accord. Il y a le Centre marocain de promotion des exportations, donc appelé aussi Maroc Export, le Maroc Export, donc Centre marocain de promotion des exportations. C'est un établissement public, bien sûr, créé en 1976. Elle est chargée de la promotion des exportations des produits industriels, agroalimentaires, les services, etc. Alors, هاد CMPE ما بقاتش, علاش؟ باسكو في المينيستر دو كوميرس اللي هو الحافظ العالمي, يعني الوزير ديال الصناعة والتجارة, il a annoncé en juillet 2014 la création d'une nouvelle agence liée à Moroccan Agency for Trade, MAFT, d'accord, ou Investissement and Service Matisse. Alors celle-ci aurait vocation à remplacer Maroc Export, donc elle a changé de Maroc Export, les CMPE, d'accord. Ou عطاتنا ainsi l'agence marocaine pour le développement de l'investissement AMTI, اللي هي هذه. Donc هاد لا CMPE Maroc Export ما بقاتش في 2014 ولات بلاصتها هاد Moroccan Agency for Trade, d'accord, اللي من بعد ترومبلاصات بهاد l'AMTI, d'accord. Donc en date de 14/12/2017, à suite de la fusion des trois structures, d'accord, sous la tutelle du ministère de l'industrie et du commerce, دائما تحت الوصاية. Donc لقينا هاد la fusion il a fait la naissance ديال AMD. Donc هاد Maroc Export, هاد Moroccan Agency for Trade, هاد ماتيش كلشي هادشي مبقاش, d'accord, هادشي كله مبقاش. Donc la CMPE, d'accord, ou Moroccan Agency for Trade و ماتيس, هادو كلهم مبقاوش, دونك كلهم تفيزيوناو وعطاونا هادو كلهم
fusionna دونك هادو كلهم واش ولاو بلاصتهم دابا اكطويلمون ولات هاد لا ام دي اي ام دي اي داكوغ لا ام دي اي داكوغ هذا مابقاش ولا دابا نهضروا غير على ام دي اي اللي هي هادي دونك لي ميسيون ديالها هما هاد داكوغ. Après qu'elle a la CNCE, le Conseil national du commerce, d'accord, l'émission Diablo, l'office de change. D'accord, l'office de change, c'est un établissement qui est très important, d'accord. Donc parmi les éléments, c'est comme ça que au niveau des devises étrangères, un exportateur mais qui traverse, d'accord, mais qui donne le règlement. Donc les devises étrangères qu'il faut à l'office de change, il va qui convertir en devise marocaine, qui est donc l'exportateur la devise marocaine, il y a la contrepartie d'Exchiliger qui est en devise marocaine. Ou la devise étrangère qui est le Banque Mali, d'accord. Donc parmi les missions, c'est élaborer le règlement de l'échange, assurer le respect, d'accord. d'abord on a comme تعرفوا أنه أي devise تدخل لآخر كيف يفوت على devise d'échange. هذه ضروري خصكم تعرفوها. devise donc هنا le Maroc. وهنا le reste du monde, RT1. الماروك مع اي بلاد اخرى في العالم. دونك هنا اي اوفيس اي ديفيز كتدخل ولا كتخرج راه كتفوت على لوفيس دو شونج. داكور. اي دوفيز كيدخل ولا اي دوفيز كيخرج راه كيدوز على لوفيس دو شونج. داكور. هذا هو بعد هادي بارمي لي ميسيون لي بلوز امبورطون اللي خصكم تعرفوها. بليس اوتر ميسيون تقدروا تشوفوهم هنا في البوليغون. داكور. alors كاين لا سماكس هي لاسوسياسيون ماروكان دي زيكسبورطاسيون. دونك هما لي ميسيون ديالهم خديتهم لي سيت ديالهم اسماكس. داكور. كاين لا سي سي جي او بيان لا سوسيتي ناسيونال دو غارونتي دو فينانسمون دو لونتربريز. الدرنييرمون يلاه دابا ولات اس ان جي اف ولا سوسيتي انونيم. دونك هنايا كاين عطاتكم بلوس دو ديتاي لي ميسيون ايتترا. داكور. عطاتكم حتى اكطويلمون هاد لا ترانسفورماسيون ديال لا سي سي جي لا كايس سنترال دو غارونتي اون سوسيتي انونيم ا كونساي ادمنستراتيف appelé Société nationale de garantie. عطاتكم les éléments يعني l'objectif ديال هاد لا ترانسفورماسيون و لي نوفيل ميسيون اللي تزادوا لها. داكور. dernièrement les organismes marocains كاين la SMAEX ou bien la Société marocaine de l'assurance. D'accord. كتعطي هاد يعني كتعطي des assurances au niveau assurance crédit du marché ou كتعطي assurance au niveau des exports publics. D'accord. Au niveau des organismes internationaux, l'Organisation mondiale du commerce, les quand auparavant كتسمى الGATT, كنعطيكم quelques détails باش ما نطولش الفيديو. داكور. باسكو راه ديجا فيه ساعه دونك باش ما نطولوش. دونك auparavant كتسمى الGATT يعني General Agreement on Tariff and Trade. actuellement ولات l'OMC. داكور. نعطيكم quelques missions l'ONU ou bien l'Organisation internationale l'organisme des Nations Unies. D'accord. On a comme quelques missions. En bref, quel est le Fonds monétaire international? D'accord. Le but c'est promouvoir la coopération monétaire internationale et garantir la stabilité financière. Donc à des entre parenthèses, sinon le FMI c'est une catastrophique au niveau de la stabilité financière des pays. Donc il facilite les échanges internationaux, contribue à un niveau élevé d'emploi, etc., la stabilité économique. C'est théoriquement, mais la pratique, c'est autre chose. D'accord. Alors, j'ai obligé باش نعطي quelques critiques على هاد الFMI. D'accord. Donc هادي c'est المديرة ديال la directrice de l'FMI qui s'appelle Christine Lagarde. وهذا c'est un économiste qui est très connu, c'est un prix Nobel اللي هو جوزيف ستيغليتس. هو كان عنده un livre اللي سميتو La globalisation and discounting, en français la grande illusion. C'est un livre qui critique la FMI, le Fonds monétaire international. D'accord. Le livre est en 2002. Ou grâce à le livre, grâce à notre recherche, parce que le prix Nobel dialo, on a fait une partie de le livre
Et c'est une c'est un livre qui est très très intéressant. Parmi les meilleurs livres اللي كنت شفتهم اللي قريتهم هو هذا ديال جوزيف ستيغليتز. داكور خديتكم واحد اون باج من هذا لي ليفر هذا، خديتكم بحال ان سارتان ريفيزيون حاولت ناخذها هاد لي ليفر ديالو اللي كيهضر اللي هو هذا الكون ديليزيون اللي كيهضر على الكريتيك ديال لا اف ام. داكور تقدروا تقراو هذا سي تري انتريسون. كاين بيرد لا بانك انترناسيونال بور لا ريكونستركسيون اي ديفلوبمون. داكور كاين لونيون Maghreb arabe, d'accord, mais c'est très important. Enfin, la Ligue arabe, d'accord. Alors, la chapitre avant la dernière, il y a les négociations internationales. Alors, les négociations internationales, je vous qu'est-ce que les conventions internationales, quels sont les types de conventions internationales, les conventions internationales multilatérales et bilatérales, ou des exemples réels des conventions internationales. Les mêmes choses avec les accords et les partenariats internationaux. D'accord. D'accord. La définition des conventions internationales. D'accord. C'est les deux types de conventions, c'est les conventions bilatérales, c'est-à-dire entre deux États. Par exemple, la convention bilatérale entre la France et le Maroc et la France, les dispositions fiscales. Convention bilatérale parce qu'entre deux pays. Quelle convention multilatérale? D'accord. هنا كاين واحد l'article اللي خدرت لكم le Maroc a signé un accord historique pour renforcer ses conventions fiscales avec quinte multilatérale avec plusieurs pays. D'accord. هذا سي محمد بن شعبان le président pardon le ministre de l'économie في الوزير المالية هذا العثمان. D'accord. et Angel Curia هذا le secrétaire général de l'OCDE. D'accord. l'organisation de coopérative et de développement économique. D'accord. Donc, il y a d'autres exemples, comme l'exemple multilatéral, la convention de Vienne, convention de la propriété intellectuelle, etc. D'accord. On va faire l'examen là, comme qu'est-ce que convention bilatérale ou bien multilatérale. On va donner un exemple, donc on a la définition, on a les exemples. D'accord. Alors, usage, qu'est-ce qu'est usage? Alors, l'usage, c'est une source essentielle des règles appliquées dans le commerce international. Donc, on a comme la définition de là. L'accord Tifaria. Donc, il y a la définition de Tifaria, la définition de l'accord multilatéral, c'est-à-dire entre plusieurs pays, et accord bilatéral. D'accord. Et on a la définition de multilatéralisme et bilatéralisme. D'accord. Car dans le multilatéralisme, c'est-à-dire système de relations internationales entre plusieurs pays. D'accord. Et l'unitéralisme, c'est ça, d'accord. Et bilatéralisme, c'est en relation entre deux États. D'accord. Alors, on voit l'exemple de l'accord multilatéral, c'est accord de libre-échange entre pays arabes et méditerranéens, d'accord. Ou un accord bilatéral, je vais comme des exemples, d'accord. Plus هذا واحد l'article اللي دارتو le journal de l'Afrique Tribune. Le Maroc a signé 17 accords internationaux. تقدروا تشوفوا هنا les différents accords اللي le Maroc a signé. Dernièrement, c'est le partenariat international, c'est التشارك يعني. La définition c'est comme une association active de différents intervenants internationaux, d'accord. À titre comme exemple le partenariat le Maroc avec l'Institut de recherche pour le développement et la France, d'accord. Vraiment parmi les objectifs de la partenariat, d'accord. Et dernièrement, introduction à la comptabilité nationale, c'est-à-dire je vous donnerai la définition, l'histoire, d'accord, et quelques études de l'analyse du commerce extérieur. Par le solde commercial et l'interprétation du solde commercial égal exportation ou importation. Donc, il y a quand les exportations supérieures aux importations quand on parle d'excédent commercial, c'est-à-dire solde commercial positif. Il y a quand le contraire, le solde commercial qui est négatif, on parle de déficit commercial. Quelle est la proportion moyenne importée? Il y a l'importation à le PIB fois 100, quelle est la proportion moyenne exportée ou bien le taux d'exportation, quelle est les exportations à le PIB fois 100, quel effet à l'exportation, il y a l'exportation à la production fois 100, d'accord. Quel est le taux de couverture? Il y a les exportations et les importations fois 100. Est-ce que les exportations qui sont couvertes ou les importations, d'accord? D'accord. Quel est les exportations et les importations fois 100, d'accord. Le taux d'ouverture, c'est les exportations plus les importations sur 2. On a la moyenne. Sur le PIB, par rapport à la richesse créée fois 100, d'accord. C'est un taux qui présente le poids de l'économie
كامل l'économie internationale, d'accord. Donc à chaque fois que le taux d'ouverture طالع, à chaque fois il y a le PIBD qui dépend على l'économie internationale. هذا كنا déjà شفناه le taux d'ouverture, شفناه في chapitre 1. اللي هو هذا taux d'ouverture إلا عقلتو عليه, d'accord. بحال دابا لا بلجيك لو طو دوفرتور ديالها هو 160, يعني ليكونومي ديالها لو بي بي ديالو كامل, يعني لو بي بي ديالها يعني لا ريشيس كريي في هاد البي هذا هي لا بلجيك 160, يعني اون فوا اي 60%, يعني بحال تقريبا قريب لو دوبل, ماشي كاع لو دوبل ولكن قريب لو دوبل ديال لو بي بي ديالو كله اللي كونسيرني با يعني لي زيكسبورطاسيون لي امبورطاسيون, لو كونترير ديال لي زيتازوني ميم با 20%, داكور. هذا كنا ديجا شفناه في la première partie ديالنا. La consommation apparente ou bien le marché intérieur, c'est la production plus les importations moins les exportations. C'est-à-dire la consommation اللي كتكون vraie في le territoire d'un pays. داكشي اللي كتصاوب plus داكشي اللي كتامبورطي moins داكشي اللي كتيكسبورطي. Le taux de pénétration ou les importations على la consommation apparente اللي تكون ديجا حسبتها في 100, d'accord. هادو هما les principaux outils, d'accord, ديال l'analyse commerciale, d'accord. On a un petit exercice اللي peut-être غادي نديرو après la correction. Plus on a le PIB, d'accord. On a quelques définitions, quelques règles concernant le PIB, le produit intérieur brut, d'accord. Alors au niveau des examens, je pense et le commerce qu'on a déjà donné la correction peut-être il y a 2014 15 17 il a عقلت عليهم. Bon, on a fait l'environnement international qu'on a deux questions directes en l'année 2017, je pense 2015. On a l'examen de 2015 à un texte, d'accord. En quoi consiste la libéralisation des échanges, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire la libre-échange, donc ça s'appelle la définition, le cours, d'accord. D'après les textes, la libéralisation des échanges profite là-dessus du pays. Donc d'après les textes, c'est non, parce que qu'il y a des pays qui ne retirent aucun avantage significatif. On a atteint que plusieurs LH d'autres pays qui ne profitent pas par la libre-échange, d'accord. D'accord, car il augmente la croissance, il favorise la création d'emplois, la libre-échange impose de coûts d'ajustement élevés, de formes de chômage, etc. Donc تقدر تاخد n'importe quel élément qui renforce la réponse ديالك اللي هي non, donc c'est juste تحسب لك juste, d'accord. Alors si tu as quelques mesures de protectionnisme donc عندك في le cours, d'accord, بحال le droit de douane, le quota, etc. Quelles sont les missions de la CMPE, d'accord. ترجع le cours CMPE غادي تلقى les missions. نورمالمون السامبل ما بقاش قلت لكم ولات بلاصتو لا ام دي اون ليسونسيال, هذا كان اكزامان قديم. دونك الا قالك كيسون ليميسيون ديال لا ام دي هما عندك ديجا هنا ليميسيون, داكور. كومبليتي لو طابلو, دونك لا كونسوماسيون ابارونت كنا شفناها. لا كونسوماسيون ابارونت ايغال كوا برودكسيون بلس امبورطاسيون اكسبورطاسيون. Donc production plus importation moins exportation, la consommation apparente, d'accord. Je تحسب le taux de pénétration. Le taux de pénétration c'est la production, l'importation et la consommation apparente fois 100. Donc c'est l'importation, mais là les règles de la consommation apparente fois 100. Et le taux de couverture, c'est les exportations et l'importation fois 100. C'est les exportations et l'importation fois 100. Donc c'est facile. Et commenter le résultat, le résultat un commentaire, un deux points, donc un commentaire individuel pour chaque pays ou un commentaire comparatif entre les différents pays, d'accord. Là peut-être la dernière séance qu'on a خدمنا هذا l'examen وجاوبنا عليه, d'accord. Donc les examens ما كيكونش شي حاجه اللي très difficile, d'accord. اي حاجه تلقاها عندكم في لي بوليكوب اللي ديجا انا خدمتو وعطيتو لكم وصاوبتو لكم.
Donc, là, on a terminé le cours. Donc, je vous souhaite bon courage et à bientôt. Salam.